Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est notre chouchou, on peut le dire, tant pis pour les autres, c'est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être là. Vous publiez 33 ans avec vous aux éditions Michel Lafon, une autobiographie. Ce livre est un pur moment de bonheur parce qu'on a l'impression de vous entendre raconter ce livre. C'est un livre dans lequel vous racontez votre parcours, beaucoup d'anecdotes et puis très personnel aussi, avec beaucoup d'histoires. Déjà, comment ça va Jean-Pierre, premier mois sans JT. Je suis en pleine forme, je bosse comme un fou avec une plateforme numérique qui cartonne, la JPP TV, une émission sur LCI qui a bien démarré, Jean-Pierre et vous. Tous les samedis, 13h45. Oui, c'est formidable, Jean-Pierre et vous. Je continue à faire parler les Français avec mes chers correspondants en région. Voilà. Des histoires formidables. Oui. Donc c'est vrai que 33 ans de JT, c'est pas rien. Vous le dites au tout début du livre. 8500 journaux présentés, dont 7000 à la mi-journée. Les 1000 autres, c'était avant, c'est ça? C'était avant. J'ai été présentateur du journal du soir pendant 3 ans et déjà avec Mourouzi pendant 3 ans avant aux 13h. Donc 8500 journaux, ça fait quand même du monde. Et puis ce livre, vous le dédiez à votre femme, à vos enfants et à tous ceux qui vous ont invité à déjeuner. Ça en fait du monde. Non, vous avez tenté de calculer un jour Je ne sais pas, je présente à peu près 220 journaux par an, à 5,5 millions de moyenne. Ouais. Ça fait pas mal de vues, comme on dirait sur les réseaux. Absolument. Donc, comment ça va ce mois, encore une fois? Comment ça s'est passé? On vous a eu le dernier jour de votre journal. Comment ça se passe depuis un mois? La transition s'est très bien passée d'abord parce que je tenais à ce que ça se passe bien, parce que j'ai décidé d'arrêter et de changer de rythme. C'était trop lourd pour moi, à 71 ans bientôt, de me lever tous les matins à 6h et un journal quotidien. Quand on se donne à fond pour ce journal, on en est le responsable. C'est vrai qu'à un moment, il faut lâcher un petit peu. Donc, j'ai pensé qu'il fallait lâcher. Et pendant le confinement, avec Nathalie, ma femme, on s'est dit, allez, on va rester un peu plus souvent à la maison. On va arrêter le 13h. Et puis, la transition s'est remarquablement passée avec Marie-Sophie, qui a eu 3 mois pour s'imprégner de l'ambiance, de l'équipe, des correspondants en région, du contenu du journal. Oh là là, j'ai vu dans les journaux que vous détestiez ce nouveau journal de Marie-Sophie Lacaro. C'était dans toute la presse. Oh là là, Jean-Pierre Pernaut la déteste. C'est faux, je l'adore parce qu'elle c'est complètement... Elle est originaire de Villefranche-de-Rouergue. Elle aime sa région, elle aime les gens. Et avec TF1, ce qu'elle n'avait peut-être pas quand elle était sur France 2, elle a une équipe hyper solide qu'on a mis des années à construire. La maison est solide. Je lui ai passé les clés le 18 décembre en disant « Vas-y, tu peux y aller. La maison est très solide. » La maison est solide, elle va y mettre sa patte doucement. Pour l'instant, elle s'y met doucement et c'est vachement bien. Vous la regardez? Je la regarde de temps en temps quand je peux la regarder. Parce que maintenant, vous allez déjeuner, vous faites quoi à 13h maintenant? À 13h, oui, j'ai des déjeuners à des heures normales. De temps en temps, je regarde et j'adore. Oui, vous adorez. Et est-ce que quand vous voyez qu'elle fait de très bonnes audiences, ça vous réjouit, très honnêtement? Ou oui, bien sûr. Vous dites, mais les audiences restent. Les audiences sont stables depuis 6 mois à peu près, depuis qu'on est dans la période du Covid. On est aux alentours de 6 millions à 13h avec 42, 43, 44% de part d'audience. Donc elle est un petit peu en dessous de décembre. Mais décembre, il y a eu mon départ, donc il y a eu des audiences de folie. Mais on reste au niveau d'octobre, novembre. Donc ça reste à des très bons niveaux, à 2 fois l'audience de France 2. Donc, et c'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez regardé le journal de Junior Bugier, la nouvelle formule qu'ils ont mis en place? J'ai pas eu le temps de le regarder. C'est de la langue de bois, ça. Non, j'ai pas eu le temps de regarder. Vous n'avez pas le replay? Elle vous a pas montré, Nathalie, le replay sur les bords? Non, je regarde. J'ai pas regardé parce que je regarde, quand je peux regarder le journal à 13h, je regarde le journal de 13h de TF1 parce que j'y retrouve tout ce qu'on a construit pendant des années. J'y retrouve tous mes amis correspondants en région qui se donnent à fond avec Marie-Sophie de la même manière qu'ils le faisaient avant. Là, en ce moment, ils sont dans la neige dans le nord, ils sont en maillot de bain dans le sud, bon, ou presque. Mais voilà, ce sont des correspondants que j'adore et j'adore voir leur travail. Il y avait un reportage avant-hier de Patrice Roubaud, correspondant en Corse, sur le brooch, la fabrication du brooch. Ce reportage était magique. Et voilà, c'est ces reportages magiques qui m'ont donné des frissons pendant 30 ans. Et qui continuent à vous en donner. Des frissons à Marie-Sophie. C'est quoi un bon journal? Un bon journal, c'est un journal où on est proche des gens et des préoccupations des gens. C'est ce qui revient dans votre livre, vraiment. C'est d'être à la fois dans l'actualité, de ne pas rater les grands événements d'actualité. Je sais pas, cette semaine, on a dépassé les 80 000 morts du Covid, par exemple, en France. C'est l'un des pays où la crise est la plus meurtrière. Ça, c'est le genre d'événement qu'à 13h, moi, je ne peux pas manquer. Et à côté de ça, de montrer les richesses du patrimoine et puis la vie des gens. À quoi on pense en ce moment? Est-ce qu'on en a ras-le-bol de se balader avec un masque? Est-ce qu'on en a ras-le-bol de voir les théâtres fermés, etc. Vous saviez que vous étiez autant aimé? J'ai été surpris des réactions. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours fait mon boulot le plus simplement possible.
Oui, j'ai été très surpris des dizaines de milliers de messages que j'ai reçus. D'ailleurs, tous ceux qui m'en ont envoyé à qui j'ai pas répondu, pardonnez-moi, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a eu tellement de courriers, de messages. C'était fabuleux. Vous avez été surpris, oui, par ce retentissement. Ça faisait partie des questions que je voulais, parce que ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important médiatiquement. Vous avez été invité partout, on en a parlé, ça fait la une. Il y a eu des unes de journaux, je raconte dans mon livre ce qui m'a surpris. Sud-Ouest, il y avait une de journal, c'était la mort du pape, quoi. C'était extraordinaire. C'est ça, et ça vous a touché, surpris. Ça m'a touché beaucoup. C'est pas un livre égoïste, c'est un livre dans lequel vous racontez comment Jean-Pierre Pernaut s'est construit, comment cette carrière finalement a été faite avec beaucoup de gens qui ont été avec vous. C'est un métier où on ne se construit pas tout seul, c'est un métier où on est vraiment, quand on entendait d'autres fois dans des cérémonies des gens remercier leur équipe, c'est pas une vue de l'esprit, ni juste pour faire plaisir aux gens. C'est vrai qu'un journal se construit en équipe. Moi, je l'ai toujours construit en équipe, mais mes opérations spéciales, c'était avec Dominique Lagrousse-Ampère notamment, mais quotidiennement, je travaillais avec un type extraordinaire dans le Trésor qui s'appelle Mehdi Chebana. Avant lui, Marie-Josée Plançon, qui est devenue crêpière en Bretagne. Elle en a eu marre de la télé. À force de parler des régions et de la reprise des petits commerces avec SOS Village, elle-même, elle a repris une crêperie, donc c'est génial. Vous auriez pu faire ça? Non, vous êtes crêpier, peut-être. Non, mais aller dans le fin fond de la France. Peut-être, oui, mais j'aime bien ce métier quand même. C'est pour ça que je continue. Vous citez Michel Isard, l'un des piliers. Donc il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus à tous ceux qui ont fait ce journal. Il y a beaucoup d'anecdotes. Moi, j'ai appris, par exemple, que Mourouzi, en fait, il vous avait dégagé. Il vous avait dégagé. Vous l'avez remplacé pendant un été. Vous co-présentiez le journal avec lui, et puis il part en vacances, et puis il y a un titre de journal qui dit et finalement si les remplaçants étaient aussi bien que les titulaires. Il n'a pas aimé. C'est jours qui avait fait ce titre avec. Il n'a pas aimé. Je remplaçais Mourouzi à 13h et Dominique Baudis était remplaçant du 20h et était les 7 jours. Et si le journal n'était pas meilleur avec les remplaçants, et bêtement, j'ai découpé l'article, je l'ai envoyé à Mourouzi par la poste en disant dépêche-toi de revenir. Bon, et puis quand je suis rentré, moi, de vacances un mois plus tard, il m'a viré. Et là, vous dites que ça a été quand même vous racontez cette histoire parce que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que du sommet, en quelque sorte, ou en tout cas d'être courtisé, présentateur, d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui vous ont tourné le dos, en tout cas qui n'ont plus donné de nouvelles. Et vous dites que ça, c'est quelque chose que vous avez toujours gardé en tête. C'était une leçon toute ma vie, c'est-à-dire que quand on est courtisé, quand on a un journal important, qui est le premier journal d'Europe, etc., tout le monde vous fait des courbettes. Et puis le jour où vous l'avez plus, les gens vous en font plus. Ça m'est déjà arrivé il y a 35 ans, 40 ans pratiquement. Ça m'a servi toute ma vie à relativiser les choses. Le DRH qui vous connaît pas non plus, je pense que ça. Oui, je suis présentateur d'un journal DRH. Ça, c'était du temps de l'ORTF. Ça m'a fait rire. Il connaissait pas, il savait pas ce que je faisais, il regardait pas la télé, le DRH. Oui, ça arrive. Il y a même des patrons qui regardent pas parfois. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté le JT, le Non, j'ai 13 aucun heures, regret parce que vraiment, je crois que 33 ans, c'est quelque chose de long, de passionnant jusqu'au bout, mais avec mes petits ennuis de santé que je raconte en détail dans ce bouquin. Il y a un moment où on se dit, bon, allez, j'ai 70 ans, ma femme me dit, allez, et si on ralentissait un petit peu? Et pendant le confinement, j'ai tout simplement pris l'habitude, tout en continuant à travailler dans une petite rubrique que j'avais appelée le Trésor à la maison, il y avait un mini-studio à la maison. J'avais une rubrique de 15 minutes dans le journal, mais je me réveillais vers 8h le matin, alors que d'habitude, depuis 30 ans, c'était 6h. Quel bonheur de dormir 2 heures de plus. Ah oui, donc là, vous avez réussi... Je sais ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je voulais savoir comment vous vivez la notoriété et tout ce qui se passe avec vos 2 enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous panique, où vous dites « Oh là là, ils sont en train de mettre le doigt dans quelque chose ». Et d'un autre côté, on voit votre fils être torse nu et faire du sport, on voit votre fille et autres. Est-ce que vous le vivez mal ou vous dites bon... Je le vis pas mal, parce que chaque période... amène ses habitudes nouvelles avec les TikTok maintenant qu'on a découvert pendant que les enfants ont découvert pendant le confinement. J'ai 4 enfants, les 2 premiers, la notoriété ne les a jamais gênés. Mon fils est ingénieur, travaille dans le sport automobile et il est pilote lui-même. Ma fille est médecin et elle mène sa barque de manière absolument remarquable à Amiens. Mais les 2 derniers, ils veulent être stars. Les 2 petits, il y en a une qui est majeure à 18 ans, fait des études artistiques.
Voilà, ils sont sur TikTok et c'est vrai que sur TikTok, on se dévoile. Même nous, avec Nathalie, maintenant, avant, on était poursuivis par les paparazzis. Et je raconte aussi que le phénomène nouveau, maintenant, c'est on est tranquille avec les paparazzis parce que quand on a envie de montrer des photos, c'est nous qui les montrons. Donc, je me souviens que Johnny Hallyday et Laetitia avaient fait la même chose. Ils étaient moins embêtés avec les paparazzis. Les photos des anniversaires, c'est eux qui les mettaient. Comme ça, on est tranquille. Vous avez eu une période compliquée avec les paparazzis. Oh là, attention, on va vous perdre. Oui, une période compliquée avec un été, quand ma femme participait à la ferme célébrité et qu'on lui a prêté une idylle avec Daniel Ducruet et que les journaux à sensation s'en sont emparés, 66 couvertures de journaux, des procès qu'on a tous gagnés. Et puis je règle quelques comptes aussi dans le bouquin avec des gens qui m'ont critiqué pendant tant d'années. Absolument. C'est voilà, c'est un livre qui vous ressemble. Mais j'ai jamais répondu. J'ai été l'un des journalistes les plus critiqués, sans doute. Tout le monde, on se dit, mais comment tu fais, Jean-Pierre, pour avoir une audience pareille alors que tout le monde te démolit? Enfin, tout le monde. À l'époque, c'était quelques éditorialistes. C'est une nature, quand même. C'était Nathalie, c'est une nature, oui, on revient à Nathalie. Mais sur ceux qui vous, moi je voudrais qu'on continue sur ceux qui vous ont critiqué. Je vous avais posé la question d'ailleurs de savoir le petit journal, vous avez pris un peu au début et puis vous êtes allé chez Yann Barthès finalement. Jean-Pierre. Voilà. Stranger Jean-Pierre, c'est drôle. Stranger Jean-Pierre, c'est drôle, mais il y avait des choses moins sympas ou les guignols même. C'était. Alors les guignols ont été détestables parce que les guignols, moi, ne m'ont jamais fait rire. Non. Alors tout le monde me regardait avec des grands yeux en disant mais les guignols, c'est génial. Non, les guignols, à mon avis, c'était un instrument de Canal+ pour taper sur TF1. D'ailleurs, tous les gens qu'on ridiculisait dans les guignols, c'était uniquement des vedettes de TF1. On ne se moquait des pilotes de Formule 1 que parce que c'est TF1 qui diffusait la Formule 1. C'était genre il y a eu les voleurs de patates pour France Télé, quand même. Oui, quand même un petit peu, mais pas beaucoup. C'était Moujotte, Lelay, PPDA, Pernod, Chazal... oui, bien sûr. Morandini. Jean Alési et tous les gens qui... Voilà, ou Johnny Hallyday, parce qu'on diffusait ses programmes. Oui, absolument. Des passions pour décrocher. C'est vrai que le théâtre, vous en parlez, ça a été là aussi une façon d'ouvrir un peu la porte sur l'extérieur. Et puis la course automobile, mais le théâtre, ça a été un succès phénoménal. Oui, non, je raconte ça, parce que quand on reste 33 ans dans un journal qui est si prenant, c'est parce qu'il faut savoir décrocher. Je connais plein de confrères qui ne savent pas décrocher et qui, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, sont noyés quand même. Parce que si le week-end, on est bloqué sur les informations, sur les audiences de la veille, si pendant les vacances, on pense qu'à l'actualité, à ses invités de la rentrée, etc., on ne peut pas tenir longtemps. Moi, j'arrive à décrocher grâce au sport auto, où je suis depuis tout petit avec mon frère, mon père, maintenant mon fils. Et votre fils, mes fils. Et ma femme pendant quelques années en trophée Andros sur glace. Et puis le théâtre, où m'a emmené Nathalie en 2011, et j'ai découvert cette nouvelle passion pour le théâtre et ce monde que je ne connaissais pas. En coulisses, c'est génial de voir les comédiens qui ont une passion extraordinaire. J'ai découvert ça en écrivant 2 pièces avec Nathalie. Et il y en aura d'autres? On va essayer d'en écrire. On a envie d'en écrire une 3e, mais une pièce de théâtre, c'est long. On a des idées, on démarre, 3 mois après, on abandonne complètement l'idée. Donc peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Sur la vie d'un présentateur télé? Pourquoi pas la vie d'un présentateur télé, maintenant je peux m'amuser avec ça. Vous auriez plein de choses à raconter. Vous évoquez également Combien ça coûte, qui était une émission totalement novatrice j'attendais à que vous en parliez, l'époque. Valérie, oui, on va en parler. vous me citez parce qu'on a partagé cette aventure à un moment. On a lancé le prime time. Absolument, à 20h50. Et vous rappelez ce moment, alors moi je n'y étais pas, mais la rencontre entre Paul Sulitzer et Arlette Laguillet. Peut-être qu'on va laisser les auditeurs le découvrir. Mais c'est vrai que il y a eu des moments incroyables. Il y a des moments, Arlette Laguillet qui racontait sa vie, Paul Sulitzer avec ses livres, sa Rolls, etc. Et puis il y avait un petit banc dans l'émission avec nos 2 invités, ils étaient chacun à un bout du banc. Et à un moment, l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, je le raconte dans le livre, dit « Oh là là, ma voiture me coûte cher ». Et l'autre dit « Moi aussi ». Alors il y a un mec qui avait une Rolls. À partir de ce moment-là, ils se sont trouvés copains. L'ennemi était le garagiste. Et à la fin, ils se sont fait la bise. C'est ce que vous racontez. Après, il y a aussi Thierry Lhermitte qui ne voulait pas parler de ses impôts, qui ne voulait pas parler de l'argent qu'il gagnait et qui, malgré la prévention, malgré le fait qu'il vous avait dit qu'il ne voulait pas en parler, il a lâché le morceau. Et c'est vrai que j'ai posé la question, vous payez beaucoup d'impôts? Il me répond 1,5 million, la moitié de ce que je gagne. Et il s'est rendu compte. Alors qu'il m'avait dit juste avant, surtout, ne dites pas combien je gagne. Et vous avez jamais eu de tabou avec l'argent? Si, avec le mien, oui, j'en ai jamais parlé de mon argent. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, moi je m'intéresse, dans le Combien ça coûte, on s'intéressait à l'argent public. L'argent public, c'est le nôtre. Donc on en parlait volontiers, on parlait de l'argent public gaspillé, des ponts construits au milieu de nulle part, sans route pour y accéder, des déviations pour laisser passer les poids lourds avec des ponts trop bas pour laisser passer les poids lourds. Donc l'argent public, l'argent des impôts.
et on s'en moquait, quoi. C'était de l'impertinence amusée sur l'utilisation abusive de notre argent public. En revanche, l'argent privé, j'ai jamais parlé de l'argent de revenus des gens. Est-ce qu'on est mieux payé au 13h ou aux 20h? Ou est-ce que des fois, vous avez mieux gagné votre vie au 13h? Il n'y a pas de... Je sais pas, il faut demander ça au patron de TF1 ou à l'administration fiscale. Vous savez un petit peu, non? Non, vous savez pas? Non. Je sais qu'il y a des chiffres qui circulent qui sont faux, mais ça m'intéresse. Voilà. Et vous avez des projets, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Continuer ce que vous faites sur LCI, très bien, puisque c'est une forme de prolongation du JT. Et la JPP-TV, moi j'ai été voir les sujets. Oui, la JPP-TV, absolument. Non, c'est très bien, mais vous auriez envie d'animer encore une émission, je vous tends la perche pour combien ça coûte? J'avais pensé peut-être essayer de me lancer dans la radio. J'ai pas eu la chance que vous avez de faire de la radio. J'ai jamais fait de radio de ma vie. On va vous présenter. Peut-être un jour j'aurai envie de faire de la radio. Je pense qu'aujourd'hui j'ai pas le temps. J'ai un rythme moins soutenu qu'avant, mais JPP TV, c'est tous les beaux reportages magazines qu'on peut revoir. Surtout avec le confinement, là, avec le couvre-feu, le soir, on rentre chez soi, on se met sur Internet et on peut se balader dans les régions d'une manière extraordinaire grâce à la JPP TV, où je pique un petit coup de gueule de temps en temps, on se refait pas. Et puis... puis Jean-Pierre et vous le samedi, et puis des grands reportages aussi. À partir du mois de mars, on entame une série de grands reportages que je vais tourner. J'ai commencé à en tourner un en Alsace sur le patrimoine des régions et les gens qui se battent pour préserver ce patrimoine. On commence avec l'Alsace, diffusion fin mars, je crois, le dimanche après-midi dans la case des grands reportages de TF. Non, je voulais savoir, est-ce que vous êtes vacciné? Non, pas encore, parce que je suis encore en bonne santé, j'ai pas l'âge. Enfin, je sais pas, je vois des pays du monde où tout le monde est vacciné. En France, apparemment, il faut être dans des cases. Je sais pas, je comprends pas bien ce qui se passe non plus de ce côté-là. Apparemment, on a raté le vaccin, j'ai l'impression. Et vous ferez vacciner quand vous pourrez le faire. Oui, peut-être si les vaccins sont efficaces. Apparemment, il y en a un qui ne l'est pas, là. L'AstraZeneca, mais il ne vous concerne pas, c'est pour les moins de 65 ans. Donc, merci, c'est gentil de me rappeler. C'est votre infirmière. C'est gentil de me le rappeler. Jean-Pierre Pernaut, 33 ans avec vous, formidable autobiographie. Je crois que c'est un des livres où il y a le plus de noms cités. Mais ce sont des noms importants. Absolument, non, mais vous citez les correspondants, vous citez... c'est à la fois une histoire de la télé, votre histoire personnelle, puisque vous évoquez, vous le disiez, votre maladie, la rencontre avec votre femme. Il y a plein de choses dans ce livre. Et encore une fois, moi, en le lisant, j'ai eu l'impression, je vous dis, de vous entendre me le raconter. Peut-être que c'est votre voix familière qui fait cela. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. C'est paru aux éditions Michel Lafon. Et pour finir, à 13h45, on voit quoi samedi? C'est quoi le sommaire? Alors samedi, nous serons à Nantes avec deux thèmes, avec des téléspectateurs de LCI qui viendront nous parler de tout ce qui est arrêté dans le monde de la culture, avec une comédienne, un directeur de salle, un organisateur de spectacle. Et puis le deuxième thème qu'on abordera à Nantes, c'est l'une des régions de France où le chômage est le moins élevé, malgré la crise. Comment font des chefs d'entreprise pour embaucher en ce moment? Donc voilà, ce sera les deux thèmes de LCI. Vous êtes pour l'ouverture des salles de spectacle? Oui, bien sûr. Vous trouvez ça aberrant alors? Si on n'avait pas fermé les salles, on serait à combien? 200 000 morts? Là, on est à 80 000 morts. Tout le spectacle a arrêté. Je ne pense pas qu'il y ait eu un cluster dans une salle de théâtre. Donc, il faut les rouvrir demain matin. Eh bien, Roselyne Bachelot, il travaille. Oui, mais c'est pas à elle de décider. C'est pas elle d'y travailler. Oui, absolument. Merci Jean-Pierre Pernaut d'être venu avec nous. 33 ans avec vous chez Michel Lafon.